Jérémy, bonjour. Bonjour. Je suis hyper contente de te recevoir dans Invisible. En fait, Invisible, c'est une émission qui parle de santé mentale, dans laquelle je reçois des personnalités comme toi, comme d'autres, qui s'installent et qui me parlent de leur vie, de leur expérience de vie, de leurs obstacles, de leurs traumas aussi parfois. Et c'est pour ça que je suis ravie de te recevoir, parce que tout le monde te connaît sous le nom de Jérém Star. Et en fait, moi, je parle à Jérémy aujourd'hui. Et c'est pas Jérém Star, Jérémy. J'ai appris à le découvrir en me renseignant un petit peu sur toi. J'ai fouillé un peu, j'ai lu, voilà. Ça fait un peu folle, mais c'est la vérité. Et au final, j'ai appris des choses assez touchantes. Voilà. Donc déjà, je te remercie beaucoup d'avoir accepté, parce que je sais que c'est pas facile de parler de santé mentale. Non, mais c'est hyper important. Et c'est vrai qu'en plus, moi, en ce moment, j'écoute de plus en plus mon mental. Et c'est quelque chose, effectivement, dont on parle pas assez, parce que c'est quand même hyper important, voilà. Hein. C'est fondamental. Et d'ailleurs, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais pour moi, la construction d'une personne passe par l'enfance. C'est un truc qui est flagrant et qui me concerne aussi, qui doit te concerner. Et en me renseignant un petit peu sur ton enfance, j'ai appris que chez toi, il y avait quand même ce côté où on ne dit pas « je t'aime », où on ne montre pas forcément l'amour, où c'est un peu froid, mais il y a de l'amour, tes parents t'aiment, mais c'est vrai qu'il y a ce côté où il ne faut pas montrer ses failles, parce que ça peut faire de nous des personnes pas fiables. Est-ce que je me trompe ? Alors moi, c'est sûr que oui, malheureusement, j'ai grandi dans une famille où on se disait pas « je t'aime ». Et du coup, ça me suit encore aujourd'hui, évidemment, parce que j'ai beaucoup de mal à le dire. Hein, et parce que toute ma vie, je pense que comme mes parents me m'ont pas forcément dit qu'il y avait beaucoup de pudeur, eh bien, je me demandais si réellement, d'ailleurs, on m'aimait. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé le personnage en premier lieu de Jérém Star. C'est tout simplement pour répondre à un désir d'amour, parce que il me manquait quelque chose, je me sentais pas compté, je me sentais pas exister. Et donc, en créant ce personnage de Jérém Star, je suis allé chercher finalement de l'amour, ou en tout cas le fait qu'on me le verbalise en ayant des abonnés, des fans, enfin des gens qui me disent qu'ils m'aiment, chose qu'on ne me disait pas dans ma famille. Et même encore aujourd'hui avec ma mère, franchement... Et c'est encore froid un peu, c'est encore pudique. C'est hyper compliqué. Moi, je me sens pas capable de lui dire, et je pense qu'elle non plus. On est hyper mal à l'aise. C'est vrai ? Ouais, et c'est, je me sens un peu con, gênant. C'est vrai ? Ouais, c'est trop bizarre. Et t'aimerais ou pas l'entendre, ou justement tu trouverais ça hyper bizarre qu'elle te le dise je serais mal à l'aise, je saurais pas comment réagir. Mais on se l'est déjà dit par des écrits. Donc des lettres, un livre. J'ai fait une déclaration à ma mère dans un de mes livres. Oui. Elle m'a écrit une longue lettre aussi. Mais bon, c'est vrai que, et d'ailleurs, quand je rencontre quelqu'un dans ma vie, quand je sors avec un mec, par exemple, que j'ai quelqu'un dans ma vie, je suis très demandeur, justement, d'attention. Et je pense que, d'ailleurs, tout le personnage Jérém Star, un peu too much, où on pourrait penser qu'il est tout le temps en recherche d'attention, a été complètement calqué sur ça. Voilà. Et toi, si demain tu as des enfants, je sais pas si c'est le projet, et en vrai, c'est pas une discussion sur ça, mais est-ce que tu leur dirais je t'aime ? Est-ce que pour toi, c'est important de leur dire ? Alors moi, je pense pas que j'aurai d'enfants, parce que j'aimerais bien en avoir peut-être si j'avais 15 vies, et que je pourrais consacrer l'une de ces 15 vies à ça. Mais là, en une vie, j'ai pas le temps. Trop de choses à vivre. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, si j'avais des enfants, oui, je pense que je leur dirais. En tout cas, je pense que c'est hyper important de le dire aux personnes qu'on aime. En fait, voilà, ça tue personne, de le dire. Bien sûr. Donc, quand je suis en couple ou quoi, j'essaye. Tu fais des efforts, tu travailles sur toi. Même si c'est un peu dur, quand même. Hein. Ouais, parce que tu ouvres ton cœur et tu donnes ta confiance à quelqu'un, finalement. Je le dis très facilement quand j'ai bu de l'alcool. Okay. En soirée ou quoi, c'est beaucoup plus simple, mais voilà. Et en parlant d'amour, justement, donc tu as fait ton coming out, après avoir caché quelques temps quand même que finalement t'aimais les hommes. Et quand tu l'as fait, chez tes proches, il y a quand même une de tes grand-mères qui t'a dit une phrase, mais qui m'a... Après, c'est une ancienne génération, attention, mais qui est quand même hyper violente, c'est « tu aurais mieux fait de te suicider ». Oui, ou alors il finira par se suicider de toute façon. Un truc vraiment violent, quoi. J'ai coupé les ponts, d'ailleurs, avec quasi toute ma famille, pour diverses raisons. Du coup, j'ai plus que mon père et ma mère, et voilà... parce que c'est décevant. Franchement, en plus venant de ma grand-mère et tout, c'est quand même une mamie que j'ai adorée quand j'étais petit, qui m'a gardé, avec qui j'ai fait plein d'activités que j'adorais. Et puis c'est vrai que au moment où j'ai commencé à m'assumer, après ça a choqué un petit peu, parce que quand je me suis assumé, j'ai fait ça de manière très provoque, très exubérante. Je faisais des photos à moitié à poil. Oui. J'étais très provoque. Je sortais en boîte de nuit à moitié couvert. J'étais vraiment dans le tout
too much et je pense que ça a un petit peu choqué qu'elle a commencé à faire un amalgame en mode bon bah il est gay, il sort dans des boîtes de nuit, il doit forcément se droguer, il file du mauvais coton, alors que non, j'étais hyper sain, juste j'étais à la recherche d'attention encore une fois et c'est vrai que ouais, quand voilà, j'ai coupé l'éponge, je n'ai plus trop eu de contact et de nouvelles parce que mon homosexualité a été mal perçue, mais uniquement de cette personne-là, ma grand-mère, parce que ma mère et mon père enfin voilà, l'ont très bien pris et en vrai qu'on prenne bien ou mal mon homosexualité, j'ai envie de te dire, moi je m'en fous un peu très honnêtement, parce que c'est ma vie et pas la leur, et s'ils sont pas contents, bah tant pis pour eux. Enfin, mais ça te fait du mal quand même de pas avoir parlé à ta famille, d'être uniquement en contact avec tes parents dans le milieu familial? Non, franchement, les familles qu'on se crée, finalement, c'est pas celles qu'on nous impose. Je me suis créé plein d'autres familles, plein d'autres gens dans ma vie que j'ai rencontrés qui sont comme des gens comme s'ils étaient de ma famille, donc je me sens pas... je sais même pas si j'irai à son enterrement. C'est vrai? Non, bah ça me fait un peu de la peine de dire ça, mais... Tu ressens, comme s'il y avait une déchirure, tu ressens plus... Ah non, mais bon, je veux dire, ça se dit pas des trucs comme ça, et si c'est en plus c'est pensé, ça sert à rien, donc... Voilà, non, mais oui, ça m'a fait un petit peu de peine quand j'étais plus jeune parce que j'ai vécu tellement de choses fortes avec ma grand-mère que ce rejet et ces mots étaient vraiment très violents. Mais j'ai quand même beaucoup de chance d'avoir globalement des parents qui ont complètement accepté ça. Je pense que de toute façon, tout le monde s'en doutait. Moi, j'ai pas subi, on va dire, vraiment d'homophobie ou de rejet par rapport à ça. Juste des propos déplacés d'une grand-mère, voilà, avec qui j'ai coupé les ponts. Et puis voilà, c'est tout, quoi. Et t'as peur de l'amour ? Non. J'en ai pas peur, mais mentalement, c'est compliqué parce qu'en fait, ça dure jamais à vie, ça finit toujours un jour par s'estomper, s'arrêter. Je trouve que c'est horrible. C'est pour ça qu'il faut peut-être pas être en couple et peut-être pas et que... Enfin, je sais pas, c'est très bizarre. J'ai rencontré un garçon il y a moins d'1 an, avec qui ça a été une connexion extrêmement forte, qui était un peu ma flamme jumelle, enfin qu'il est toujours d'ailleurs, hein. Mais ça a été très compliqué parce qu'en fait, pendant toutes ces années où j'ai voulu me sortir de mes polémiques, où j'ai voulu rebondir, où j'ai voulu sauver ma carrière, où je me suis finalement lancé dans le travail, je pense en fait toute ma vie, hein, depuis mes 15 ans, je crois qu'en fait, j'ai jamais réellement vécu ma vie, c'est-à-dire en dehors du travail. Et justement, récemment, je me suis dit, c'est complètement OK de plus avoir de projet, de juste regarder tout ce que tu as accompli, de te dire, là, cette fois-ci, cette année, il n'y a pas de projet, je lance pas des nouveaux concepts, je fais pas de nouvelles choses, je vis. Et je me suis octroyé du coup cette vie, le fait de vivre finalement une adolescence que je n'ai jamais vécue parce que moi, je suis quelqu'un qui a eu très peu de partenaires dans sa vie. Donc en fait, j'ai l'impression que je suis passé un peu à côté de mon adolescence et récemment, je me suis donc ouvert à vivre. C'est-à-dire, donc j'ai rencontré quelqu'un qui a été une connexion comme je n'ai jamais eu dans ma vie. Hein. Vraiment, voilà, c'était, je crois, les meilleurs moments de ma vie. C'est vrai. Les plus beaux. J'ai ressenti des choses que je n'ai jamais ressenties avec aucun garçon que j'avais rencontré dans ma vie. Et malheureusement, ça a été source d'énormément de souffrance. Et ma santé mentale, je pense, a été dans ma vie à ce moment-là... altérée, mais pourquoi ? J'ai eu beaucoup de mal à gérer mes émotions. J'ai eu des pétages de plomb. Devant lui, en face de lui ? Oui, devant lui. Ça se traduisait comment ? En fait, ça a été très compliqué parce que je sais pas comment expliquer, mais j'étais en dépendance affective et j'ai découvert ça, que j'étais dépendant affectif. C'est très compliqué d'être dépendant affectif parce que tu as l'impression que quand tu n'es pas avec l'autre, en fait, t'es plus rien, qu'on t'a enlevé la moitié de toi et que tu n'existes plus finalement. Ouais, je n'ai jamais vécu ça de ma vie où vraiment, quand la personne n'était plus là, je faisais des énormes crises d'angoisse, des gros problèmes respiratoires, des troubles même de l'alimentation, avec incapacité à m'alimenter. C'est parti vraiment très loin. Et même, c'est là que je me suis dit, ma santé mentale est en train d'altérer mon physique, puisque j'ai développé des centaines de boutons sur le corps. Une insomnie perpétuelle et puis tout ça en fait un épuisement qui s'est traduit par le corps qui m'a donné des signaux d'alerte et qui m'a dit non mais c'est pas possible de se détruire comme ça, que le mental puisse détruire tout. Vraiment, je tu pleurais. Le sais quand tu vas très mal, de toute façon, tu le sens et tu le sais. J'avais une mise en abîme de moi-même comme un drone qui survolait mon corps et je pleurais en me voyant comme ça. Du coup, enfin bref, ça a été une relation hyper fusionnelle et intense. Et le soir du Nouvel An, j'ai complètement pété les plombs, ce qui a valu du coup qu'on se sépare
pars physiquement et que je me retrouve tout seul à l'autre bout du monde. Et là, je l'ai très mal vécu, en fait. Ça a été je suis rentré, je m'en rappelle, en France. J'ai écourté mon voyage et tout, alors qu'on était en voyage à l'étranger, tout ça. Je suis rentré au bout de seulement 5 jours de voyage au lieu d'1 mois. Je me suis retrouvé à Paris en dépression totale parce que ça a fait ressortir chez moi un pétage de plomb qui était lié à de la dépendance affective, à des insécurités, que du coup, cette relation me faisait ressortir. Et surtout, j'ai détecté aussi que j'avais une peur de l'abandon. Et aujourd'hui, ça en est où? Ben, ça en est nulle part, en fait. Ça en est partout et nulle part à la fois. Enfin, c'est très compliqué. Mais j'étais mieux sans lui. C'est terrible à dire, hein, mais c'était très dur. T'as l'impression qu'il a ouvert chez toi quelque chose que t'avais pas envie de ressentir. Énormément de choses. Et tu parlais de te montrer nu, d'être un peu extraverti. Ce qui est ouf, c'est qu'en fait, nous, on le sait pas parce que c'est pas ce que tu reflètes, mais t'es une personne très timide. Ah oui, mais alors c'est complètement dingue parce que pour me faire remarquer au début de ma carrière, j'envahissais les plateaux télé à poil. J'étais très provoque. Je pensais que provoquer et faire mon coming out, c'était montrer ses fesses. Et au final, c'est à l'opposé de moi. Je suis quelqu'un d'extrêmement pudique. Des fois en couple même. Au bout, des fois, je suis resté 4 ans en couple. Il faut savoir qu'au bout de 4 ans, j'avais toujours du mal à avoir des rapports intimes avec de la lumière ou même sous la douche à être nu comme ça devant la personne qui pourtant partage ma vie depuis 4 ans. Donc je suis extrêmement pudique. Ce qui est fou, c'est que pendant des années, donc il y a eu cette confrontation. J'appelle ça confrontation entre Jérémy et Jérém Star. Et Jérém Star a pris le pas sur Jérémy pendant pas mal d'années, je trouve, en tout cas, ce qu'on a vu et ce qui a pu en refléter. Est-ce que ça a été difficile de dire, en fait, qui je suis vraiment? Parce que sur la sphère publique, je me montre, je crie. C'est vrai que tu étais adulé et tu l'es encore aujourd'hui, même adoré par une génération tout entière. Tu étais même ancré dans la pop culture et tu l'es encore avec des cris je hurle plus loin, etc. qui est vraiment, tout le monde connaît, qu'on te suive ou pas, tu vois. Et au final, en fait, t'es pas du tout cette personne dans ta vie privée. T'es cette personne, comme tu dis, réservée, pudique. Est-ce qu'à l'intérieur de toi, c'est pas comme, je sais pas, le feu et la glace qui se confrontent? Ça doit être un peu paradoxal et bizarre parfois. En fait, je sais pas, c'est compliqué. C'est sûr que le petit Jérémy du lycée, du collège, qui était rejeté parce que j'étais efféminé, différent, ou que j'étais pas en train de jouer au foot, mais plutôt à la poupée. Donc du coup, j'étais pas mal rejeté. En fait, ce petit Jérémy qui n'a pas confiance en lui, qui mangeait tout seul son sandwich dans les toilettes à l'école parce que j'avais pas d'amis à la cantine, a énormément pris de force et de courage grâce à la construction du personnage Jérém Star. Après, je suis pas non plus schizo, bipolaire et compagnie, c'est-à-dire que on a l'impression que je suis l'opposé ou quoi dans ma vie, mais en fait, je pense que Jérémy est un mélange de Jérém Star et Jérém Star prend le relais quand Jérémy n'est pas bien et c'est un peu un mélange des deux. Je suis quand même quelqu'un, malgré tout aussi, d'exubérant, de quand même sûr de moi. En tout cas, ça s'est développé avec les années. Mais au tout départ, en tout cas, c'est sûr que sans mon personnage médiatique, je pense que oui, j'aurais eu peut-être beaucoup plus de mal en société ou à m'assumer ou à avoir confiance en moi. Donc, en créant mon personnage, finalement, non seulement j'ai eu de l'amour du public, ça a amélioré ma santé mentale aussi, évidemment, puisqu'on parle de ça. Mon anxiolytique et mon antidépresseur, je crois qu'en fait, c'est Jérém Star qui aide à Jérémy à aller de l'avant. Par exemple, là, récemment, j'ai fait une action contre la corrida dans les arènes de Nîmes. Très honnêtement, juste avant ça, il y a le petit Jérémy qui est assis dans les tribunes en mode « mais j'ose pas, mon Dieu, mais c'est à moi dans combien de temps, là, va falloir que j'y aille. J'ose pas. » Et puis t'as Jérém Star, en fait, qui est là en mode « allez, t'es un warrior, t'as un message à passer, show must go on, go !» Et en fait, à un moment donné, paf, il y a un truc qui vrille dans ma tête. Il y a un switch... Ok. Et pour plein de choses. Jérém Star, c'est un peu ton bouclier, ton armure. Allez, mon grand, on y va. Et du coup, tu peux assouvir même tes convictions, tu peux aller plus loin et te challenger finalement. Oui, c'est ton ami, quoi. Non, mais c'est ça. Et en même temps, il n'est pas non plus l'opposé de qui je suis. Donc en fait, c'est des équilibres par moment. Jérém Star est rangé au placard et je suis quelqu'un de plus simple, modéré et calme. Quand rarement quand même, parce que malheureusement, c'est un gros problème. J'ai un gros trouble de l'hyperactivité. D'ailleurs, j'ai été détecté il y a pas longtemps, là. J'ai eu les résultats il y a 3-4 jours, avec tout ce qui est TDAH et compagnie. D'accord. Ça, c'est la grande mode. Tout le monde en parle. Tout le monde est soi-disant HPI, TDAH et tout. En fait, il y a des vrais tests qui existent. Et donc, du coup, oui, j'ai un trouble, effectivement, donc de l'attention. Je décroche très vite des choses. J'ai besoin que ça soit synthétique, très rapide et bam, 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 efficace. Et en même temps, une hyperactivité où tout mon entourage, tout le monde, c'est très dur quand même de me fréquenter parce que c'est 1000 projets à la minute, 1000 activités. J'ai la peur du vide, la peur du il se passe rien. Il faut toujours que je sois en mouvement.
D'accord. Je crois que dans la vie, avoir le temps à la réflexion n'est pas pour moi quelque chose de bien parce que c'est synonyme de silence, d'absence de rebondissement, de mort, quoi, presque cérébrale. Ah oui, il faut vraiment toujours que tu sois en mouvement, toujours que tu sois occupé et stimulé. Ah ouais, totalement. Et t'arrives à être seule ? Oui, alors j'adore être seule, franchement. D'accord. Mais pareil, il faut que j'ai plein de choses en tête. Par contre, par exemple, c'est très très rare que chez moi le soir, je regarde un film Netflix ou une série parce qu'en fait je me dis non mais on perd du temps quoi. En fait, il faut être créatif, faut que j'avance des projets, faut que je termine un montage, faut que je réfléchisse à un prochain projet. En fait, je ne connais pas l'ennui et le peu de fois où j'y suis confronté. T'aimes pas ? Bah là notamment en garde à vue, j'ai fait 48 heures de garde à vue pour mon action anti-corrida. Je crois que c'est la première fois de ma vie, je pense, où j'ai été forcé à une déconnexion totale, c'est-à-dire pas de lien social, pas de téléphone, pas d'activité, où j'ai été enfermé pendant 2 jours non-stop. T'étais tout seul ou il y avait du monde J'étais tout seul. Oula, d'accord. C'était le vide, il se passe rien. Bon, le fait qu'aussi quelqu'un ait une emprise sur ma liberté, l'expérience quand même carcérale, parce que t'es enfermé, tout ça, l'absence de temps, d'heures. Et 48 heures, c'est très très long. Hein. C'est extrêmement long. Déjà que j'arrive pas en vacances à rester 1 heure sur une chaise longue sans rien faire, autour d'une piscine. Mais alors que c'est quand même idyllique. Ouais, non, complètement. Mais alors en garde à vue, et ça a été un super exercice pour justement travailler sur ma santé mentale aussi. Ouais. Parce que j'ai essayé de gérer mes crises d'angoisse, mes émotions. Et du coup, j'ai demandé à voir un médecin, tout ça. Mais je me suis parlé à moi-même. J'ai essayé de gérer ce vide, en fait. C'est un vide intersidéral, quoi. Et en fait, ça a été extrêmement compliqué. Ça a déclenché d'ailleurs des angoisses. Des crises d'angoisse et des attaques de panique. J'ai l'impression que je vais mourir, que mes poumons sont en train de me noyer, de bloquer une respiration. Et en fait, à chaque fois, j'arrive à me raisonner, à me parler encore une fois, à me dire on ne meurt pas d'une crise d'angoisse. Respire, ça va aller. C'est l'instant précis qui te rend mal, mais tu verras que dans 1 heure, tu seras dans autre chose. Mais des fois, ça démarre, mais c'est horrible à vivre. Mais c'est que c'est très important ce que tu dis. Quand on se répète, on ne meurt pas d'une crise d'angoisse. En fait, pour arriver à passer cette crise d'angoisse, faut la regarder et la juger. Ouais. En disant, mais tu vas pas m'atteindre, ma grande. Enfin, au bout d'un moment, moi, je suis Jérém Star, moi, je suis Jérémy. Toi, ta crise, j'ai pas peur de toi, tu vas pas me tuer. Et je savais pas ce que c'était vraiment jusqu'à en faire. Et en fait, donc j'ai eu comme un choc post-traumatique, donc après une grosse polémique que j'ai vécue, des accusations horribles et mensongères, et ça a été très compliqué pour moi. Et aujourd'hui encore, il y a évidemment des traumas. Première chose qui m'a altéré, on va dire, ma santé mentale, c'était ça. Deuxième chose, ça a été d'échapper à la mort à 2 reprises, une fois en chutant d'une falaise et où j'ai attendu les secours, mais où j'étais à 2 doigts de glisser, de mourir de 15 mètres, et une 3e fois où j'ai survécu à une noyade, pris dans une baïne pendant plus de 10 minutes. Et voilà. Ces 3 événements marquants de ma vie, mais là, ces dernières années, ont évidemment donc généré des traumatismes en moi. Et j'ai donc en fait eu des chocs un peu post-traumatiques qui m'ont rappelé des moments, donc que ce soit par rapport au harcèlement, des situations dans la vie, par rapport au harcèlement, par rapport à une noyade ou par rapport à une chute. À chaque fois dans la vie, je suis confronté des fois à des trucs et en fait, j'ai déclenché une première crise d'angoisse il y a quelques années. En fait, je faisais de la plongée et tout. Et puis, inexplicable, j'ai eu cette sensation qui m'est revenue alors que j'étais pas du tout en train de me noyer, mais je vais me noyer. Et en fait, incapable, tétanisé de regagner le bateau, qui était juste à côté à la nage. Je me sentais aspiré par une force au fond de l'eau. Et en fait, énorme crise d'angoisse qui a été pire que ça, même une attaque de panique, puisqu'en hospitalisation, j'avais le cœur. On m'a dit, il faut vraiment vous calmer, parce que vous devriez être, je sais pas, à 60 pulsations, vous êtes à 140. Enfin, je sais plus les noms, les chiffres exacts, hein, mais voilà. Le double ou le triple, quoi, d'accord. Et donc, du coup, crise d'angoisse qui est donc intervenue suite à ça, à un univers marin, alors que je nage très bien, j'ai toujours nagé loin, toujours fait de la plongée et tout. Et ensuite, du coup, j'ai vécu ce qui était donc une première attaque de panique. Et en fait, c'est dingue parce que c'était vraiment horrible. Et j'en ai malheureusement fait d'autres par la suite, pas que au sujet de la noyade ou de la nature, mais au sujet de tout ce qui est système judiciaire. La garde à vue qui m'a rappelé évidemment un système judiciaire dans lequel je suis plongé depuis longtemps pour mes propres combats. Mais t'as jamais consulté ? Jamais.
Waouh. Jamais, parce que en fait, je préfère que mes psys soient ma communauté, c'est-à-dire que je m'exprime sur mes réseaux sociaux quand ça va pas bien et j'ai beaucoup de soutien. Et en vrai, ça me remonte vraiment le moral. Toujours cet amour, hein, des gens qui me suivent, même quand je vais mal, ça m'aide énormément. Et puis mes amis. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu arrives à parler de santé mentale de manière déconcertante et totalement libérée. Et pourtant, c'est vrai que tu veux pas aller voir de psy, les médicaments pour toi c'est non, etc. Et c'est ton avis, et beaucoup le partagent, notamment ma famille, tu vois, ils sont pas du tout en accord avec ça. Moi je sais que c'est l'opposé, qu'il y a 1 an et demi, j'ai eu des angoisses qui sont montées d'un coup et j'ai pas su les gérer. Et là je me suis dit waouh, et ça faisait des années que je contrôlais tout, tu vois, et je me suis dit là j'ai besoin d'aide. Et j'ai su à ce moment-là que j'avais besoin d'aide, alors que pendant des années c'était non. Et je pense que quand tu le sens pas, faut pas se forcer. Ça sert à rien de se forcer. Si toi, ton médicament, c'est l'amour, tes proches, ta famille, tes amis, ta communauté, c'est que c'est ce qui te guérit, c'est ça et pas autre chose, quoi. En tout cas, pour le moment. Et c'est ça qui est important. Et pourtant, tu le disais, tu as traversé des moments, mais ultra durs. Et je pense vraiment, c'est un euphémisme parce que vraiment, ce que tu as vécu, c'est assez lunaire. Donc, il y a eu une polémique. On ne va pas revenir sur la polémique. Tu as été accusé à tort de quelque chose, mais vraiment à tort. Et ce qui s'est passé, c'est que comme tu es une personne extrêmement connue, malheureusement, il y a ce revers de la médaille qui est injuste, mais qui est là. Et en fait, tu as subi un cyberharcèlement démesuré. Je pense que j'ai rarement vu ça de ma vie, en tout cas à ce moment-là, parce que maintenant, c'est commun, mais à l'époque, ça ne l'était pas autant. Ouais. Et il y a eu des milliers de commentaires, de menaces, d'insultes. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans ta tête ? Comment t'as fait pour rebondir ? Comment t'as vécu tout ça, quoi ? Ouais, c'était en 2018, au moment où j'étais au summum de ma carrière, chroniqueur chez Thierry Ardisson. Vraiment, toutes les portes s'ouvraient à moi. J'avais une belle carrière en télévision qui s'annonçait. Voilà. Et puis, un blogueur qui voulait se faire connaître et percer a commencé donc à balancer des choses sur moi. Mais je vais pas honte d'en parler parce que c'est complètement faux. Et voilà. Mais j'ai été traité de pédophile, quoi. De violeurs, enfin tout était bidon évidemment parce que quand on me connaît bien, tout le monde a compris d'ailleurs aujourd'hui et tout le monde sait que c'est faux, mais c'est quand même quelque chose qui reste encore pour les personnes qui n'ont pas suivi, on va dire, les démêlés judiciaires et les personnes que j'ai fait condamner. Et c'est vrai que ça a été extrêmement compliqué de se retrouver adulé de tous et du jour au lendemain détesté, jeté en pâture sur la place publique et pas que sur les réseaux sociaux, également dans les médias traditionnels. Et en fait, c'était des accusations horribles et ça a été extrêmement dur parce que y a beaucoup de gens qui se disent il y a pas de fumée sans feu, même s'il a fait condamner les gens qu'on dit ça, c'est parce qu'il a payé la justice. Enfin bref, les gens, je pense qu'il y en a à qui ça fait plaisir d'y croire parce qu'ils te détestent, mais c'est vrai que c'est extrêmement violent de se faire accuser de quelque chose qui est complètement bidon. Parce que me faire accuser de quelque chose qui est vrai, j'en sais rien, qu'à mes débuts j'étais un connard ou que je faisais du chantage aux candidats de télé-réalité parce que s'ils venaient pas dans mon bain, je sortais des dossiers sûrs. Si les gens s'en prennent à moi pour des choses leur avis, la manière dont ils me jugent, il n'y a pas de problème. Mais là, ça a été des choses extrêmement violentes. Donc, c'est sûr qu'à vivre, ça a été très compliqué parce que pendant cette période-là, c'est les réseaux sociaux, certes, mais c'était aussi des magazines, des couvertures dans tous les aéroports et les gares de France où il y avait ma tête avec écrit réseau pédophile. Enfin, c'était extrêmement violent. Je pense qu'on ne peut pas être accusé d'un truc pire. Très honnêtement, je crois que même si j'avais tué quelqu'un, ça ne serait pas aussi grave qu'être traité de ça. Et c'est absolument très violent. Quand même mon père m'écrit et m'envoie des mails en me disant est-ce que c'est vrai, ce qu'il se raconte, tu peux tout me dire, je suis ton père, est-ce que ce dont on t'accuse c'est vrai, tu te dis mais mon Dieu, que même tes parents en viennent à douter. Et alors qu'il n'y a même pas 1% de vrai, tout est faux. Ce qui est terrible, c'est que les personnes qui m'ont accusé de ça, certains m'ont accusé d'avoir été complice d'un viol. J'ai prouvé à la justice que j'étais, en Thaïlande à ce moment-là sur mon passeport, donc pas en France, là où on me disait. Mais en fait, j'ai fait condamner la personne et tout, et en fait, ça n'a pas été relayé. Les gens sont restés sur la fausse plainte. Le mec a avoué avoir menti, avoir été payé par un paparazzi pour déposer une fausse plainte. Et en fait, ça, personne l'a retenu. On retiendra juste les attaques et les gens se disent « Oh, c'est bizarre. » Bon, je suis content parce qu'aujourd'hui, vraiment, je suis encore là. Quand je dis là, pas que médiatiquement, surtout physiquement. Parce que oui, quand j'ai été accusé de ça et que pendant des semaines et des semaines, c'était partout sur les réseaux, dans tous mes commentaires, dans les magazines, que je n'arrivais même pas à me laver tellement je n'arrivais même pas à tenir debout. Je restais enfermé. J'ai vécu un confinement avant le Covid au final. Je suis resté enfermé 1 mois.
Là, je l'ai extrêmement mal vécu. Étrangement, je n'ai pas fait de crise d'angoisse à ce moment-là, mais en tout cas, c'était une profonde dépression. Tu es au fond du trou, plus personne te tend la main, tout le monde se retourne contre toi, tout le monde veut du buzz, va faire des trucs contre toi dans les médias, tout le monde jubile de te voir à terre. Et donc là, il faut un sacré courage. Hein. Ça a été, jusqu'à encore aujourd'hui, ça fait 7 ans, ça fait 7 ans de travail acharné et de travail et de bataille émotionnelle aussi, hein, pour s'en sortir. Parce que c'est horrible, c'est hyper injuste d'être accusé de choses comme ça. Et t'as été soutenu à ce moment-là par des amis, ou est-ce que des amis t'ont tourné le dos, justement Oui, mes amis m'ont soutenu, heureusement. Tout le monde savait que c'était faux, mais par contre, plein d'autres gens du milieu, évidemment, m'ont tourné le dos, en ont profité pour y croire et pour balancer. Pour se venger de ce que tu faisais à l'époque quand tu balançais les scoops, parce que tu faisais ton métier finalement. Voilà. C'était le jeu et t'as eu le revers de C'est ce ça. jeu-là. D'accord, ouais. Donc là, ça a été très compliqué. Hein. Je pense que c'est encore fréquent 7 ans après que des fois, quand je parle de ça, je sois ému ou que je me retrouve à pleurer en réfléchissant à cette époque, en y repensant, parce que ça a été extrêmement violent. Vraiment. Et à ce moment-là, t'as reçu de l'amour de tes parents ou pas? On parlait d'amour, Oui, du oui. fait que t'en as Oui, reçu. j'ai eu du soutien. Je pense que c'est comme ça que ma mère m'a manifesté son amour, alors qu'elle le dit pas vraiment. C'est qu'elle s'est déplacée, elle est venue me voir, on a passé des moments ensemble et je voyais qu'elle était très inquiète pour moi et très attristée. Ça l'a impacté aussi. Donc c'est vrai que c'est des moments que je garde avec émotion et des belles preuves. Aujourd'hui, ça va quand même mieux, hein, même si j'ai quelques traumas et que c'est compliqué de gérer les polémiques sur les réseaux sociaux parce que ça me ramène toujours à l'époque où j'ai été dans une tourmente, mais inimaginable à vivre, hein, vraiment. Et c'est vrai que tu aurais pu finalement arrêter cette médiatisation, tu aurais pu ne plus jamais revenir. Et au final, tu es revenu. Qu'est-ce qui t'a donné cette force? Qu'est-ce qui t'a donné cette envie? Parce que tu as quand même été traumatisé et tu l'es un petit peu encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir? La vérité? Donner ta vérité? Oui, la vérité, et puis ne pas donner raison à la calomnie et au mensonge. J'ai eu des pensées noires, mais Dieu merci, j'ai peur de la mort, très peur de la mort, et j'ai pas envie de mourir. Donc, ça aurait été compliqué de me suicider. Mais j'avais des pensées où j'aimerais bien m'endormir, et puis pour ne plus ressentir d'émotion ou de mal-être, ne pas me réveiller, sans rien sentir. Et en fait, quand j'ai commencé à avoir ces idées-là, que je ne comptais pas mener à bien, hein, à exécution, mais je me suis dit, non, ton combat, ça va être justement de rester en vie au nom de toutes les personnes qui se sont suicidées pour le cyberharcèlement. Donc après, je me suis engagé en donnant la parole à des mamans qui avaient retrouvé leur fille pendue dans leur chambre, enfin des trucs horribles. Et en fait, c'est là que je me suis dit, mais en fait, waouh, je suis un miraculé. D'ailleurs, j'ai sorti un livre qui s'appelle Survivant des réseaux sociaux parce que j'avais vraiment l'impression, et je l'ai toujours d'ailleurs, d'être un survivant. Ma santé mentale en a pris un énorme coup parce que quand on réussit tout, ça a été 10 années où j'ai tout donné pour réussir ma carrière, ma vie, pour vivre de ça et où tout s'est envolé. Je suis passé vraiment d'un stade où je gagnais très bien ma vie à plus rien, où j'étais fauché, où il n'y avait plus de rentrée d'argent, où j'ai tout perdu, où tout le monde doutait de moi, où je me suis dit, je ne reviendrai plus jamais, ça sera impossible, et où j'ai perdu énormément confiance en moi, je n'osais plus sortir dehors. Ça m'a vraiment foutu un coup psychologique. Franchement, j'étais vraiment au fond du trou. Et à ce moment-là, tu as puisé quelque chose en toi, peut-être que tu soupçonnais pas. Ah mais oui. En fait, on a peut-être tous une force à l'intérieur de nous quand on est au bord d'imploser, qui vient, et tu l'as ressenti ce moment-là en disant, allez, bats-toi mon grand, quoi. Ah là, je me suis dit, mentalement, en fait, je ne peux pas rester dans un état de mal-être comme ça, c'est pas possible, ça me rend trop mal, il faut que ça s'arrête. Donc, il va falloir devenir combatif, et donc j'ai utilisé vraiment tout le négatif de cette histoire pour le transformer en positif, c'est-à-dire m'engager contre le cyberharcèlement, aider les victimes, avoir l'impression d'aider pour moi-même me guérir. Et puis surtout, je me suis dit... tu vas pas donner raison à tous ces gens qui racontent n'importe quoi, tu peux être fier de toi. Et j'ai appris à m'aimer. C'est-à-dire à me dire, c'est pas être mégalo que non, s'aimer. Non, bien sûr. Non, pas du tout. Même que plus que s'aimer, je dois m'adorer. Je me suis dit, il faut vraiment que je m'estime et que j'arrête de pleurnicher à cause de ce que je subis. En disant que t'es quelqu'un de bien, que t'es quelqu'un d'intelligent, d'instruit, etc. Oui, te que valoriser aussi, bien sûr. Et comment, en fait, ce traumatisme et ce choc émotionnel va m'aider à devenir heureux et à prendre des décisions dans mes fréquentations, dans ma vie, qu'est-ce que j'en tire, qu'est-ce que j'en apprends de cette souffrance extrême et de ce milieu qui m'a broyé aussi, comment en sortir, voilà. Tu as fait ce travail sur toi-même. En fait, tu es ton propre médicament. Ce qui est assez... Non, mais oui. C'est que c'est pas commun, les personnes comme ça, parce que parfois, quand tu traverses des moments très compliqués, tu as besoin d'aide.
Et c'est pas du tout une preuve de faiblesse ni quoi que ce soit, mais c'est vrai que toi, tu sais que ton médicament, c'est l'amour et c'est toi. Et c'est ouf d'avoir quand même ouvert cette clé, ouvert cette porte, ouvert ce secret, parce que c'est pas évident, tu vois. Les gens ne savent pas forcément que c'est possible. Et toi, tu prouves en fait qu'on a tous une force mentale, on a tous une force à l'intérieur de nous qui peut à tout moment se révéler quand on est au bord du gouffre, quoi, tu vois. Ah, mais c'est oui, très non, important. Mais c'est hyper important et bon, je pense que malheureusement tout le monde n'en est pas capable. Oui. Mais moi, je suis hyper content et presque des fois, je me dis tout ce que j'ai vécu d'horrible. Et ben écoute, je l'ai tellement transformé en positif que ça m'a tellement fait mûrir, évoluer. Voilà, c'est pas tous les jours facile, c'est sûr, hein, parce que voilà, il y a des restes, mais Mais c'est ce que tu disais, en fait, c'est qu'aujourd'hui, alors, t'es 100 fois plus mature, 100 fois plus... t'as plus de confiance en toi, mais t'es aussi plus vulnérable et beaucoup plus sensible. Ça a même développé une hypersensibilité chez toi. Et c'est vrai qu'il y a cette dualité, mais au final, c'est un nouveau Jérémy Star qui arrive de par tout ce qu'il a vécu, et t'en es fier de lui. oui, mais c'est vrai que j'ai développé, c'est ça, une hypersensibilité après ces traumatismes. Je suis beaucoup plus à l'écoute maintenant des autres, beaucoup plus sensible à des choses pour lesquelles j'étais pas sensible auparavant. Et ce choc émotionnel a été vraiment déclencheur, ouais, d'une hypersensibilité qui passe donc par les sentiments, par les émotions, mais aussi par un. Maintenant, je suis devenu misophone. C'est un des résultats aussi post-traumatiques Qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que je ne supporte plus les bruits. Mais c'en est maladif. C'est-à-dire qu'une chaise qui grince, des gens qui parlent trop fort, en même temps, c'est contradictoire parce que je suis quelqu'un qui parle très fort et qui hurle en permanence. Mais dans des restaurants trop bruyants, des sirènes de pompiers dans la rue, des bruits répétitifs ou quoi, ça me met dans un état vraiment de mal-être profond. Mais ça vient d'où ? Je pète un plomb là-dedans. Ça vient de tous mes traumas et toutes mes polémiques et tous mes chocs émotionnels que j'ai eus. Ça a développé chez moi un câblage. J'ai complètement vrillé sur ça, sur les sons. Et en fait, des fois, je suis dans un stade où vraiment, quand il y a en public, je n'ai pas mes boules caisses, des gens qui parlent, des sonnettes, des haut-parleurs trop forts, des trucs. Si je suis pas isolé ou quoi, j'ai envie de pleurer, je me sens très mal, je me sens incapable de gérer le débordement émotionnel auquel je fais face. C'est vrai. Ça a été le cas en garde à vue d'ailleurs. Il y avait des mecs qui hurlaient toute la nuit à côté de ma cellule. Je me suis dit, je vais faire un AVC de nerfs, de la tachycardie, un AVC de nerfs. J'étais incapable de le gérer émotionnellement. Et t'as pas des tips à ce moment-là? Ça, il y a la cohérence cardiaque qu'on fait, que tu t'auto-fais. Comme toi, t'es ton meilleur ami. Tu peux essayer de te réguler. Non, ça t'y arrive pas. Ça t'y crois pas. Non. Ah, c'est ouf. Il faut vraiment que ce soit factuel. Ouais. Ah, c'est vraiment dans ta personnalité. Mentalement, j'ai cru devenir vraiment un. Là, quand j'étais en garde à vue, vraiment, c'est pas pour me plaindre des conditions, c'est plus comment je l'ai vécu. J'ai cru vraiment que j'allais devenir fou, comme dans un asile, et m'exploser la tête contre un mur. J'étais dans un état d'épuisement, de fatigue, et également, malheureusement, exposé à des nuisances sonores sur lesquelles je n'ai pas le contrôle, où les gens hurlent, tabassent les portes de la cellule, insultent la police, hurlent toute la nuit, et je ne pouvais pas me reposer. Voilà, c'est le premier Xanax que j'ai pris de ma vie. D'accord. Le médecin m'a donné un Xanax. Effectivement, c'était incroyable. J'ai dormi 9 heures, j'ai plus rien entendu. Et une dernière question. Pars du principe qu'à côté de moi, il y a Jérémy qui a 11 ans. Qu'est-ce que tu lui dirais à ce Jérémy ? Jérémy qui a 11 ans, je lui dirais tout simplement, n'aie pas peur du rejet des autres. Même si tu es différent des autres et qu'on te fait croire que ta différence est un problème, tu vas te démarquer plus tard et être fier de toi et ta différence sera une grande richesse. Donc cultive ta différence, n'aie pas honte de qui tu es et ne te sens pas... pas comme les autres, parce que c'est justement tout ce qui te différencie des autres. Donc, pendant longtemps, je me disais à l'école, ça doit être normal si je suis rejeté, parce que je suis pas viril, parce que je joue pas au foot avec les garçons, parce que je suis pas comme les autres, donc c'est normal, je dois être rejeté. Alors qu'en fait, aujourd'hui, je suis tellement content d'avoir été à part et j'en ai tellement fait une force. Donc, je dirais, prends confiance en toi et cette première expérience, finalement, en société qu'est l'école, n'est absolument pas ce qui définira ton expérience en société tout court. Donc, de belles choses arrivent. Merci beaucoup, Jérémy. Merci.